Voilà, merci à tous d'être présents cet après-midi pour la conférence où nous avons invité la journaliste Corinne Lalo. Alors, c'est toujours très compliqué de trouver des endroits, des salles pour nous accueillir. Donc, je voudrais vraiment remercier la sénatrice Laurence Muller-Bronn. Voilà, c'est elle qui prend en charge la location de la salle. Voilà. Merci à elle. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Joël Jekel, je suis vice-président de l'association On a une dose, association que nous avons créée en avril 2024. Voilà, c'est une association qui rassemble toutes les personnes qui ont subi un préjudice lors de la campagne vaccinale Covid. Donc il y a naturellement les personnes, les victimes qui souffrent d'effets indésirables suite aux injections. Il y a également des personnes naturellement qui ont perdu leurs enfants suite à ces pseudo-vaccins, et également tout le personnel soignant suspendu. Voilà, je rappelle quand même que le personnel soignant suspendu pendant près de 2 ans avait des fiches de paix négatives et qu'ils ont été refusés par les Restos du Cœur. Donc des gens vraiment mis de côté, et donc nous tenons à les représenter eux également. L'association aujourd'hui, on compte à peu près 75 adhérents. Une trentaine de victimes qui souffrent d'effets indésirables ont témoigné. Et nous avons également une quinzaine de soignants qui ont été impactés par la loi du 5 août 2021. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur X, sur Telegram, sur Facebook et sur Instagram. Vous avez nos coordonnées qui se trouvent sur le roller qui se trouve à l'entrée. Nous travaillons pour tout ce qui est juridique avec le cabinet d'avocats de Nancy Rizacher, qui est avocate sur Épinal. Et nous faisons plusieurs manifestations statiques dans l'espace public. Alors, on avait démarré déjà l'été 2022, nous étions les collectifs qui se dressaient contre le pass sanitaire. Donc, nous, notre territoire principal, c'est l'Alsace, mais aussi la Lorraine, notre région voisine. On sera d'ailleurs à Metz le samedi 25 octobre pour une nouvelle manifestation statique, voilà, avec des témoignages de victimes qui souffrent d'effets indésirables post-injection Covid. Voilà, et d'ailleurs, pour parler de l'une d'elles, elle est là sur votre gauche, donc Julia Walter, porte-parole de l'association On a une dose, mais également membre du CA de l'association à victimes. Voilà, Julia, maman de 39 ans, maman donc de 2 enfants, double injection de Pfizer en 2021, elle a déclaré une péricardite post-vaccinale puis une spondylarthrite ankylosante. Julia, elle est en invalidité catégorie 3 aujourd'hui. Ah, pardon. Catégorie 2 ? Même pas encore. Même pas encore. En arrêt maladie. En arrêt maladie. Pour l'instant, tu es en arrêt maladie. Donc je rappelle juste que c'est ce qu'on appelle vaccin, donc ces injections, pour les produits Pfizer et Moderna, ce sont des injections d'ARN messager qui n'ont jamais dépassé la phase 3. Et selon le gouvernement et les médias, ils devaient empêcher la transmission du virus. Mais on sait que Janine Small, la vice-présidente de Pfizer, en octobre 2022, a déclaré au Parlement européen que le vaccin Covid n'avait pas été testé sur sa capacité à empêcher la transmission du virus. Donc on voit toute la vaste fumisterie qu'on a subie. Pour parler des effets indésirables, le dernier rapport de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, date de juin 2023. Donc ça fait plus de 2 ans. Il y avait 193 934 effets indésirables recensés, signalements d'effets indésirables recensés, dont 25% de cas graves et 1635 décès. Voilà. À savoir qu'on est dans une pharmacovigilance passive, ce qui pour moi est un scandale, parce qu'être en pharmacovigilance passive, ce sont les victimes qui doivent faire elles-mêmes les démarches pour les déclarations, pour un produit qui est en phase de test. Ne l'oublions pas. Voilà. Et l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie pharmaceutique elle-même qui reconnaît qu'on peut multiplier ce nombre par 10, car il y a très peu de gens qui font les déclarations à la pharmacovigilance. Donc, sur 193 000 et quelques, vous voyez qu'on pourrait monter à près de 2 millions. En France, d'effets indésirables. Quand on s'adresse à des experts qui n'ont aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, ces experts disent qu'on peut au moins le multiplier par 20. Aujourd'hui, il y a 16% de la pharmacovigilance mondiale qui concerne les injections Covid et 12 000 études sont en cours pour vérifier les liens possibles entre les injections et les pathologies des victimes. Donc je fais un salut tout spécial aux collectifs qui font des actions dans l'espace public.
Les Liberty Hauts-de-France à Lille, ils n'ont pas arrêté, ça fait 4 ans qu'ils sont dans la rue tous les samedis. Ils sont entre 250 et 300 manifestations. Un gros coucou à toutes les associations Solid Éclat, association qui est fondée par des soignants suspendus qui aident à faire les démarches auprès de la pharmacovigilance. On a également la plateforme SOS FR Désirable Vaccination et Covid qui a été créée en janvier de cette année. Et voilà, je passe également un gros coucou à Mathieu Dubois, le président de l'association à victimes dans l'Allier, qui est devenue une association maintenant nationale, compte plus de 900 adhérents, plus de 800 victimes, dont 42 personnes souffrent de la maladie de Charcot, dont Mélanie Maupin, qui est donc la vice-présidente de l'association à victimes. Alors j'ai son portrait qui est juste là. Ça me fait toujours bizarre quand je la présente parce que je l'ai vue, j'étais dans l'Allier au mois de juillet et on voit sa situation qui se détériore peu à peu. C'est impossible de dire si Mélanie sera encore avec nous en 2026. Voilà. Voilà, je passe également un gros coucou à Dominique Bodino. Dominique Bodino, si vous ne le connaissez pas, c'est le monsieur qui a créé le site www.viac19.fr. Donc Viac, c'est VIAC, c'est pour victimes des injections anti-Covid. Dominique, c'est un monsieur qui a plus de 70 ans, c'est le papa de Karine. Karine qui a eu 3 doses de Moderna avant de décéder. Et il a créé donc ce site où il répertorie toutes les victimes alors qui font les démarches pour avoir les portraits comme je vous ai montré. Donc dessus, vous avez la pathologie, déjà le type d'injection que ces gens ont reçu, le nombre d'injections, des fois les lots, s'ils arrivent à avoir les lots, leur commune, leur nom, leur prénom. Voilà, et je crois qu'en France, on est à près de 300 portraits, donc 300 victimes qui ont décidé de faire, et nous, dans l'espace public, ça nous aide énormément d'avoir des visages qu'on peut montrer. Voilà, donc gros coucou à lui, parce qu'en plus, il fait aussi les pays limitrophes. Il fait la Belgique, il fait l'Espagne, il fait l'Italie. C'est un monsieur qui, voilà, sa retraite, c'est sa mission de vie, hein, c'est clairement ça. Donc vraiment bravo à lui, car ça nous aide énormément, nous, en manifestation. L'association Verity France est une autre association de victimes. D'ailleurs, si vous pouvez regarder la vidéo où Frédéric Beltra et Marc Doyer, lorsqu'ils parlent des contrats entre Pfizer et l'Union européenne, vous verrez les révélations, c'est fou. Sinon, voilà, je vais vous parler encore d'un événement auquel on était le mois dernier avec les membres du conseil d'administration dans la M12. On était à Castres, à l'université d'été rassemblante organisée par Cécile Maïchak. Et on tenait un stand à ce moment-là. Et je me baladais en fait au milieu des stands. Et je vois une dame qui, je la connaissais pas, elle était en train elle confectionnait des sacs en fait, et ces sacs étaient destinés pour les frais d'avocat qu'elle entourait. Alors elle avait perdu sa fille, et en fait je vois ce portrait. Alors ce portrait, moi je le connais depuis l'été 2022, c'est les toutes premières victimes qu'on a eues, c'est Mélanie Massip. Alors Mélanie Massip, c'est vraiment, dans les 10 premiers victimes, c'est les 10 premiers portraits qu'on a eus. Et là, je fais le lien, j'ai la maman de Mélanie Massip en face de moi, et là, je pleure. Je pleure parce que, voilà, je ne savais pas qu'elle était là. C'était, voilà. Ouais, c'est dur à... Et en fait, elle m'a pris dans ses bras, et c'est moi qui ai pleuré. C'est moi qui ai pleuré, c'est elle qui m'a réconforté, ça m'a fait un bien fou. Et je suis épaté par le combat et la dignité de ses parents. C'est fou, c'est dingue de voir la dignité de cette personne. J'ai dormi pendant 5 jours chez le papa de Mélanie Maupin, donc Mélanie qui atteint de la maladie de Charcot. Ces gens sont d'une dignité incroyable, c'est fou. Donc vraiment, j'ai une énorme pensée pour ces gens-là. Bravo à eux, et c'est pour ça qu'on n'arrêtera jamais le combat. C'est pour ces gens-là. Bravo à eux. Merci. Voilà, je remercie Corinne Lalo d'être là. Alors, je vais la présenter. Le titre de la conférence, donc un autre regard sur les pandémies.
car il y a eu les injections, mais il ne faut pas oublier tout le reste qu'il y a eu avant. Le masque pour les enfants. Moi, j'en ai été témoin. Je travaille dans un périscolaire. De novembre 2020 jusqu'à la fin du pass vaccinal, il y a des enfants qui avaient le masque. Et chez moi, en périscolaire, j'ai vu des enfants qui l'avaient de 7h30 à 18h30. Donc ça fait 11 heures de masque. Voilà. Il n'y avait pas que à l'école de 9h à midi ou de 14h à 17h. Il y a eu des enfants qui ont eu le masque pendant 11 heures dans une journée. Voilà, donc voilà, toutes les autres mesures, confinement, etc. Voilà, donc je remercie Corinne d'être là aujourd'hui. Donc Corinne Lalo, qui est journaliste d'investigation, grand reporter, donc spécialiste des questions de santé et d'environnement. Donc elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons, qui est aux éditions Magnus. Et donc ce livre, on en a à peu près une vingtaine. Voilà, qu'on vend au fond de la salle. Voilà, donc juste pour vous dire également que si vous faites, on a une boîte à dons qui se trouve au fond de la salle. Cette boîte à dons sert pour le défraiement. Donc Corinne est venue en train. Donc tout ça va servir pour défrayer voilà, ce que ça lui a coûté. Et le reste, et voilà, si vous voulez également faire des dons pour l'association, nous, notre association, notre but maintenant, c'est de voir les victimes qui vont passer au pénal maintenant. C'est les plaintes. Voilà. Voilà, donc ça va être cet argent, les dons, les cotisations de ce qu'on peut... Pardon, oui, il faut que j'arrête. Voilà, ça va servir à ça. Je vais m'arrêter là et je vais laisser Corinne démarrer la conférence. Merci encore à vous. Au revoir. À tous. Donc la question qu'on va se poser, et qu'on se pose de toute façon, le titre de mon livre, c'est « Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons enquête ». Donc c'est bien une enquête, d'une enquête qu'il s'agit. Et s'il y a eu des mensonges, c'est aussi qu'il y a eu des menteurs et des donneurs d'ordre. Si on peut baisser un tout petit peu la lumière, enfin sauf si ça gêne pour la prise de vue. Donc l'idée, c'est de voir qui sont les donneurs d'ordre, ceux qui dirigent en gros, ceux qui décident. Et donc voilà, j'ai fait un petit organigramme qui a l'air compliqué comme ça et que j'ai appelé le cartel pandémique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais on va le détailler et vous allez voir qu'à la fin, c'est pas si compliqué que ça. L'organigramme, il est dans le livre, si jamais vous voulez le retrouver. Et on commence par qui? On commence par, ici, là, vous voyez en haut, l'argent du contribuable. Le Congrès, la Maison-Blanche. C'est ça la cible. La cible, c'est l'argent du contribuable. Donc les premiers donneurs d'ordre vont être les politiques aux mains du complexe militaro-industriel. Bon, au-dessus des politiques, il y en a d'autres. C'est les financiers, on les verra après. Mais les politiques, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme rôle ou comme mission? Ça va être d'extraire l'argent du contribuable pour le faire passer d'une poche à une autre. Et donc, de la poche du bien public, du Congrès, à la poche du complexe militaro-industriel et à l'intérieur de l'armée et du ministère des Armées aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé au moment du Covid. Il y a eu ce qu'on a appelé l'opération Warp Speed. Trump a fait voter une opération Warp Speed. Et Warp Speed, c'était quoi? C'était extraire l'argent du contribuable et le donner à l'armée. Et c'est l'armée qui a signé les contrats avec Pfizer et Moderna. C'était pas ni le Congrès, ni la Maison-Blanche. C'était l'armée. Et c'était pas non plus le ministère de la Santé. Et donc, c'est une opération Warp Speed qui est en même temps ce qu'on appelle un partenariat public-privé. C'est-à-dire que ça permet de prendre l'argent du public et de le donner au privé. Et qui était en charge de cette opération Warp Speed? Eh bien, c'était un monsieur qui était l'ancien directeur de quoi? De Moderna. Vous voyez? Qui était donc main dans la main
avec un général de l'armée, donc ils étaient deux, mais en gros ils étaient deux. Il y avait le général de l'armée et il y avait l'ancien directeur de Moderna. Et ces gens-là ont donné des milliards et des dizaines de milliards au complexe militaro-industriel. Donc, qu'est-ce que c'est que le Covid? C'est avant tout une extraction monétaire et un changement de poche, si on veut, pour faire simple. Et donc, une fois que l'argent est là, dans le complexe militaro-industriel, il va redescendre en partie. Et donc là, on va avoir affaire à qui? On va avoir affaire à un monsieur qui s'appelle Anthony Fauci, que vous devez connaître, qui était le responsable d'un institut, qui était l'institut qui s'occupait d'analyser les microbes, les maladies infectieuses. Bon. Et lui, il a d'abord un salaire qui est au-dessus de celui du président de la République. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, au-dessus, il y a le président Trump, et il a un salaire, et bien, le salaire qui est plus élevé, c'est lui. C'est Anthony Fauci. Et pourquoi il a un salaire élevé? Parce qu'il chapeaute aussi bien les instituts nationaux de santé civils que la recherche militaire en matière de microbes, donc de manipulation des microbes. Et lui, il a le plus gros portefeuille d'argent à redistribuer ensuite aux universités, aux chercheurs, et c'est lui qui distribue les crédits. Et quand on me dit, j'ai encore des collègues qui me disent « Oui, mais non, quand même, tous les chercheurs ne sont pas vendus. » Mais excusez-moi, tous les chercheurs ont besoin de crédits. Et si celui qui contrôle les crédits a décidé qu'il ne donnerait pas de crédit à ceux qui vont remettre en cause la doxa et le narratif officiel, c'est comme ça que, finalement, on obtient une espèce de pseudo-consensus mou ou de surface. Mais en fait, il n'y a pas de consensus. Il n'y a que des gens qui peuvent recevoir leur crédit ou pas. Et puis vous avez autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ici, là, cette dame, Avril Haines, qui, elle, représente les agences de renseignement, et elle était une ancienne de la CIA, elle a été au FBI. Il y a aussi une autre agence qui est le CISA, qui lui fait la chasse à l'information, en appelant désinformation, ce qui est la liberté d'expression. Et donc, il y a beaucoup d'argent qu'il a là, et cette dame, Avril Haines, elle a participé à des exercices de simulation de pandémie, juste avant le Covid. En octobre, vous avez entendu parler de l'Event 201, eh bien, elle m'en faisait partie, alors qu'en fait, elle représente quoi? Elle représente la CIA et les renseignements. Donc, on voit qu'on est un peu dans une opération très, très militaire. Et ça, ce sont les politiques aux mains du complexe. Donc, maintenant, on a les manipulateurs de microbes dans le cadre civil et ou militaire. Voilà, ça c'est un autre petit groupe. Et donc, vous avez toujours le même, là, Anthony Fauci qui est là-haut, vous voyez. Il va donner l'argent ensuite aux chercheurs. Alors, quels chercheurs? Ceux qui vont manipuler les microbes. Alors, on a le manipulateur en chef qui s'appelle donc Ralph Baric, et Ralph Baric, lui, ça fait depuis les années 70 qu'il manipule des microbes. Il n'est pas né de la dernière pluie. Et il travaille avec une dame, une chinoise, qui elle est surnommée la Batwoman. Pourquoi la Batwoman? Parce que c'est la spécialiste mondiale des chauves-souris. Et donc elle travaille où? Au laboratoire P4 de Wuhan. Et qu'est-ce qui se passe? Son laboratoire P4, comme c'est la Chine, de par sa constitution, est une dictature. C'est écrit dans le titre de la Constitution. Donc, qui est-ce qui contrôle, en fin de compte, le laboratoire de P4 de Wuhan? C'est l'armée chinoise, l'armée de libération populaire. Qui est-ce qu'il y a au-dessus d'elle? Un chef qui s'appelle Georges Gao, et qui, lui, s'occupe des CDC, c'est-à-dire les centres de disease control, c'est-à-dire des maladies infectieuses. Un centre qui a été construit sur le modèle américain et financé par qui? Entre autres, par Bill Gates. Donc on voit que tout ça fonctionne très bien ensemble. Et eux, ce sont les manipulateurs de microbes dans le cadre civil et ou militaire. Parce que quoi?
Parce que eux, évidemment en Chine, on sait que c'est l'armée, mais Barrick aussi travaille pour l'armée américaine. Alors pourquoi est-ce que l'armée américaine va travailler de concert avec l'armée chinoise et les militaires chinois n'ont jamais fait mystère du fait qu'ils voulaient rattraper leur retard en matière de manipulation biologique et de microbes et d'armes biologiques. Donc, on sait qu'en Chine, ils ont un grand talent quand ils ont un retard pour le rattraper et pour trouver les ressources intellectuelles et les chercheurs qu'il faut pour rattraper leur retard. Eh bien, écoutez, c'est ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a les intermédiaires déguisés en ONG écolo. Alors, les intermédiaires déguisés en ONG écolo, c'est qui? Alors, on retrouve à droite notre Anthony Fauci, qui lui, donc, on est d'accord, chapeaute le civil et le militaire. Et lui va donner de l'argent à une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance. Et cette ONG est dirigée par un certain Peter Daszak. Et Peter Daszak, lui, il est plutôt britannique d'origine, mais en gros, il est devenu américain. Et ce Peter Daszak est très ami avec un autre qui s'appelle Nathan Wolf et qui, lui, a créé une petite boîte en Californie qui s'appelle Metabiota. Et Metabiota a fabriqué des virus et avait des laboratoires et dirigeait des laboratoires de virus et de bactéries. Où ça? En Ukraine. Donc Metabiota officiellement, donc tout ça est officiel, hein. Donc Metabiota officiellement chapeautait les laboratoires ukrainiens d'armes biologiques et de microbes biologiques. Alors évidemment, ils ne disent pas que c'est des armes, ça c'est clair et net. Mais en gros, les virus et les bactéries qui étaient modifiés et sur lesquels ils travaillaient en Ukraine étaient possiblement des armes biologiques. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu l'invasion russe, la Victoria Nuland, qui était à l'époque donc au pouvoir avec Biden, a dit « Écoutez, franchement, c'est grave que la Russie mette la main sur les laboratoires, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec. » Vous voyez? Donc si c'était dangereux qu'ils aient accès, que les Russes y aient accès, c'est donc que eux, les Américains, voulaient garder le monopole. Donc EcoHealth Alliance, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va financer Madame Xi du laboratoire P4 de Wuhan. Il va la financer pour quoi faire? Pour aller chercher des virus, de bactéries, de chauves-souris dans des grottes, dans la nature, où elles sont bien tranquilles, personne ne va les chercher, mais là, eux, ils vont les chercher, ils prennent les virus des chauves-souris, et ils les amènent ensuite dans des laboratoires P4 ou P3, même quelquefois moins sécurisés, et même parfois P2. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces virus? Ils les trafiquent, ils les manipulent, et ils peuvent les rendre plus dangereux, ce qui s'appelle du gain de fonction. Alors, cette Madame Xi, elle a reçu de l'argent de Peter Daszak, beaucoup d'argent. Alors, je vais vous dire tout à l'heure, on a tous les chiffres. Hein. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée du Covid? On va voir après. Toc. Il y a aussi les hommes d'affaires déguisés en philanthropes. Donc là, on a toujours notre monsieur Fauci à droite. Et là, maintenant, on a les hommes d'affaires déguisés en philanthropes. Eux, ils ont créé des fondations fiscalo-financières qu'ils appellent des fondations philanthropiques. En réalité, il y a une toute petite partie, il y a 5% qui peut servir à la philanthropie, et quand ils dépensent 5% pour la philanthropie, ils ont le droit de déduire 95% de leurs impôts. Donc ils ne payent pas d'impôts grâce aux 5% de la philanthropie, et les 5% de la philanthropie servent ensuite à payer les campagnes de communication et de publicité et de prévarication auprès des serviteurs de l'État. C'est aussi une façon de les acheter. Donc c'est à double bénéfice pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Donc vous avez Rockefeller, Bill Gates, et aussi un monsieur qui s'appelle Jeremy Farrar du Wellcome Trust.
Or, le Wellcome Trust, on n'en parle pas, mais c'est l'équivalent de Bill Gates, mais d'origine anglaise. Et le patron, c'est Jeremy Farrar. Et dans l'affaire du Covid, s'il y en a un qui est au centre de tout, c'est celui-là, c'est Jeremy Farrar. Et lui, il a écrit un bouquin où il explique d'ailleurs même lui-même comment au tout début du Covid, il va comploter, c'est même lui qui emploie le mot, il va comploter avec un autre chercheur pour forcer les Chinois à divulguer le génome du coronavirus qu'ils ont isolé. Parce qu'il sait qu'ils l'ont isolé, parce que de toute façon, lui, il a toutes ses entrées aussi auprès de Madame Xi et de Gao. Il travaille aussi avec Gao. Ils ont beau soi-disant être ennemis, ils travaillent ensemble. Bon. Eh bien lui, c'est lui qui va donner en fait le top départ du Covid, le 30 décembre 2019. Ça on ne sait pas, mais lui il l'a reconnu quand même dans des bouquins, donc tout ça c'est vérifiable, tout ce que je dis je ne l'ai pas inventé. Et donc eux financent aussi bien donc Baric, qui lui est chercheur à l'université de Caroline du Nord, et que Madame Xi, qui elle est à Wuhan. Ça, on l'a compris. Bon, hop. Maintenant, qui on a? Les hommes de paille des hommes d'affaires placés à la tête des agences onusiennes. Donc les hommes de paille, les voilà. Les hommes d'affaires, les voilà. Et donc eux, comme ils financent par exemple l'OMS, Bill Gates finance l'OMS, c'est lui le plus gros financeur de l'OMS. Bill Gates, donc ça on le sait, parce que tout ça c'est public, c'est dans les rapports financiers de l'OMS, et il a mis à la tête de l'OMS un certain Tedros Ghebreyesus, qui lui est éthiopien d'origine, mais qui était maoïste dans sa jeunesse et appartenait à une organisation terroriste. Et lui, il a beaucoup de casseroles. Toujours est-il que c'était le bras droit de Bill Gates. Et il l'avait d'abord mis à l'ONU-SIDA, c'est-à-dire qu'il dirigeait tout ce qui était SIDA, et après, il l'a mis à l'OMS. Et depuis, il fait très bien son boulot, il fait très bien tout ce qu'on lui dit, parce qu'il a réussi à faire passer des modifications du règlement sanitaire international pour donner encore plus de pouvoir à l'OMS, ainsi qu'un nouveau traité pandémique qui devrait être finalisé prochainement et qui donnerait encore plus de pouvoir à l'OMS au détriment des souverainetés des nations. Et puis là, qui vous avez? Vous le reconnaissez maintenant? Lui, là. Jeremy Farrar. Qu'est-ce qu'il est devenu, Jeremy Farrar, depuis le Covid? Il est devenu le scientifique en chef de l'OMS. Scientifique en chef. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige toute la politique scientifique de l'OMS. Donc le jour où on va dire « Ah ben ça y est, on a trouvé un nouveau virus très dangereux qui va tuer tout le monde », ah ben ce sera ce monsieur-là, Jeremy Farrar, qui était déjà donc à l'œuvre au moment du Covid. Enfin, qui y a d'autre? Ça passe pas bien, là. D'accord. Alors, pourquoi je n'arrive pas à voir le... Peut-être qu'il n'y a plus de piles, mais... Bon, bah, je vais le faire à haut. Voilà. Ça marche aussi. Donc, je vais rester là, parce que ça ne marche plus. Non, ça marche plus. Bon, ça marche plus. Alors, qui y a d'autre? Il y a les banquiers discrets de la finance hors sol. Alors, c'est eux qui sont au-dessus des hommes politiques. Voilà, alors eux, c'est BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street Corporation. C'est tous les financiers. Dont certains, Vanguard en particulier, on ne connaît même pas les propriétaires. On ne sait pas qui a des actions, on ne sait pas qui y a dedans. Alors, évidemment que ce sont en gros les mêmes, mais eux, Vanguard, Fidelity et compagnie, c'est-à-dire les fonds d'investissement et les financiers, ce sont eux qui soudoient les politiques, ceux qu'on a vus au début. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est eux aussi qui achètent les actions des laboratoires, donc ils possèdent les laboratoires, Pfizer, Moderna, Merck, Gilead. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils dirigent le complexe industriel de la censure globalisée. Parce qu'ils ont organisé une toile d'araignée mondiale pour faire la police de l'information et faire la chasse aux journalistes qui informaient, qui auraient la mauvaise idée d'informer.
Donc eux, ce sont les banquiers discrets de la finance hors sol. Et on verra à la fin que la guerre à la liberté de l'information est le nerf de la guerre, justement. C'est l'aspect le plus délicat et le plus pointu. Tant qu'ils vont réussir à faire la chasse à la liberté de l'information, eh bien, ils gagneront. C'est que par l'information que le peuple pourra d'abord prendre conscience de ce qui se passe. Tant qu'ils n'ont pas conscience, ils ne peuvent pas savoir. Et ensuite, choisir d'agir comme ils le veulent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi les entremetteurs publics-privés, les PPP. Je vous en ai parlé tout à l'heure, partenariat public-privé. On le retrouve où? On les retrouve à Davos, au Forum économique mondial, et le patron, c'est Klaus Schwab. C'était, parce que maintenant, c'est plus lui, mais enfin, il est quand même là dans l'ombre. Donc, les entremetteurs publics-privés mettent en contact les hommes politiques, qui soient des premiers ministres, des présidents de la République, avec, en gros, les financeurs privés, ceux-là. Et donc, ils se retrouvent à Davos, vous le savez, la première semaine de janvier, ou la deuxième semaine de janvier en général, en Suisse. Et là, il y a la partie publique et il y a la partie privée. Et dans la partie privée, ils se mettent tous d'accord pour savoir quelle politique mondiale ils vont appliquer. Et c'est pour cela qu'on se retrouve à avoir les mêmes mesures et les mêmes décisions politiques dans de nombreux pays au même moment, parce que tout est coordonné. Et quand je disais ça à d'autres collègues journalistes, on me disait « Non mais, t'exagères, tu veux dire par là qu'ils se coordonnent et pour tous décider la même chose en même temps ?» Et bien je dis « Eh bien oui, c'est comme ça que ça se passe. » Et ça se passe à Davos. Et c'est même pas secret, à la limite. Et on a toutes les preuves là aussi. Donc, même les journalistes au plus haut niveau de la presse nationale pensaient que c'était, et pensent encore que c'est un complot de dire qu'il y a une concertation entre les hommes politiques et les hommes d'affaires privés pour décider des politiques mondiales. Eh bien, c'est plus de la fantaisie, c'est plus irréaliste de dire ça, c'est la froide réalité. Et donc, à Davos, c'est là que se décident beaucoup de choses. Et en fait, quand vous voyez la télé, de temps en temps, ils vont en parler, ils vont dire, voilà, ils se sont réunis à Davos, et il y avait le Premier ministre, et il y avait le Président de la République, et il y avait Bill Gates, et il y avait Bourla, et il y avait Stéphane Bancel. Et donc, tout ce petit monde se mélange, public-privé. En réalité, ça devrait être interdit. C'est inadmissible que des hommes politiques payés ou élus par le peuple se retrouvent dans des cénacles avec des entrepreneurs privés et qu'ils se retrouvent finalement à être à la merci de n'importe quel pot de vin. Donc ça, normalement, il devrait y avoir une muraille de Chine entre le public et le privé, et c'est malheureusement ce qui ne se fait pas. Donc, tant qu'on tolère des événements comme Davos, rien ne pourra avancer. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? On arrive vers la fin, les communicants des agences de conseil fournisseurs de contenu pandémique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez des agences de conseil comme McKinsey, Publicis, Omnicom, sont eux qui donnaient des PowerPoint, clés en main au service public, au ministre de la Santé, alors que c'est le ministre de la Santé, il a un ministère, il a des gens qui réfléchissent, il y a normalement des plans pandémie qui existent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les plans pandémie qui existaient, ils les ont mis dans des tiroirs, ils ont appelé McKinsey. McKinsey a fait des PowerPoint, c'est ça, hein, c'est des diaporamas qui se sont fait payer très très cher. D'ailleurs au Sénat ils ont fait une enquête là-dessus. Il se fait payer très très cher et ensuite il donne ça à toutes les agences régionales de santé qui ensuite appliquaient les plans. Donc on se retrouvait à appliquer en France des plans qui étaient donnés par des cabinets noirs, des agences de conseil, qui par ailleurs donnaient exactement les mêmes plans à d'autres pays dans le monde entier, qui leur faisaient payer la même chose. C'était un copier-coller du PDF. Hein.
Donc, ils ont donné les mêmes plans à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne. Et tous ces plans-là, ils les ont fait payer très cher. Mais c'est surtout qu'ils étaient au service de qui, ces plans? Les patrons de McKinsey travaillent aussi pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc, ils ont les clients laboratoires pharmaceutiques qui doivent vendre des vaccins. Et ils ont en même temps des clients des États, ils doivent leur faire acheter les vaccins. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça s'appelle un conflit d'intérêts majeur. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis en bleu, commission d'enquête du Sénat. Donc, je ferai le titre en jaune, et en bleu, je dirai toujours d'où je tire mon information. Pourquoi mon information est officielle, et pourquoi on peut l'affirmer, et donc comment on peut se servir de cette information comme d'une preuve. Une preuve de quoi? Une preuve qu'ils savent, et qu'ils savaient. Et que donc, ils ont agi non pas par incompétence, ils ont agi en toute connaissance de cause. Donc ensuite, les États, ils vont donner leurs consignes à qui? Aux médecins, aux hôpitaux, aux universités, à la presse, aux médias dominants subventionnés, donc à tous les médias, et aux réseaux sociaux, Internet. Donc, voilà maintenant le cartel pandémique. Je vous ai reconstitué tout l'organigramme du cartel du début. Vous voyez, on l'a détaillé, et maintenant on a fait le tour. Donc maintenant, on va voir comment les mensonges sont... On peut prouver que ce sont des mensonges. Comment on le sait? Parce que souvent, on a recours, surtout aux États-Unis, à une procédure qui s'appelle FOIA. FOIA, ça veut dire Freedom of Information Act. C'est une loi qui permet à n'importe quel contribuable américain de réclamer un document officiel si ses impôts ont servi à le financer. Donc, en théorie, les administrations sont obligées de répondre à cette demande. Si vous demandez tous les mails d'Anthony Fauci avec Peter Daszak au moment où ils étaient en train de discuter du coronavirus, normalement, vous devez les avoir. Et on les a eus. On a eu les mails, on a eu beaucoup d'autres documents, on a eu les plans de financement, on a eu beaucoup de choses. Et c'est à partir de là qu'on peut affirmer qu'on a les preuves. Les preuves de quoi? Les preuves des mensonges. Alors, les preuves des mensonges, je vais en donner 10 en gros. Le caractère artificiel du coronavirus, la non-existence d'une épidémie grave en Chine. 3. Les vaccins RNM sont la thérapie génique. Ils savaient que les vaccins n'empêchaient pas la transmission. 5. Ils savaient que les vaccins n'étaient ni sûrs ni efficaces. 6. Ils savaient que les vaccins ne restaient pas dans le bras. Ils savaient que la spike et les nanoparticules étaient toxiques. 8. Ils savaient que les vaccins sont contaminés à l'ADN. 9. Ils savent que les effets indésirables sont nombreux et cachés. Et 10. Ils savent et ils censurent la liberté d'expression. Là, j'ai été vite, mais maintenant, on va le détailler. Premièrement, ils savaient que le coronavirus était artificiel. Comment ils le savaient? Vous voyez en bleu, je l'ai écrit, les documents officiels du Congrès le montrent. Et comment on sait qu'il était fabriqué à la fois en Chine et aux États-Unis? On a l'axe Fauci-Daszak-Xi qui est entièrement documenté et on voit les montants des transactions qui partent de chez Fauci, qui passent par Batar Daszak et qui atterrissent en Chine. Ça, c'est les financements. Ensuite, le coronavirus artificiel, les jumeaux chimériques du coronavirus de Wuhan. Qu'est-ce qui se passe? Avec l'argent qui a été donné par Fauci, que ce soit Madame Xi en Chine ou aux États-Unis, Ralph Baric, ils vont travailler sur des coronavirus et ils vont essayer de les modifier pour faire des chimères. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des virus qui n'existent pas dans la nature. Et s'il y a des virus qui sont adaptés aux chauves-souris et d'autres qui sont adaptés aux humains, ils vont faire en sorte de les mélanger pour fabriquer des chimères et faire en sorte que les virus de chauve-souris sautent la barrière d'espèce pour se retrouver capables d'infecter les humains.
ce que normalement ils ne peuvent pas faire naturellement. Donc, eux, comment on le sait? Par les publications des articles scientifiques. Parce que eux, que ce soit Daszak, que ce soit Baric ou Madame Chi, ils ont publié 2 expériences qu'ils ont faites. Une en 2015 et une autre en 2018. Qu'est-ce qui se passe? Madame Chi envoie un virus de chauve-souris à Ralph Baric aux États-Unis. Ralph Baric, il le trafique, il l'humanise un petit peu et il le teste sur des souris transgéniques, elles-mêmes humanisées. Humanisées, ça veut dire quoi? Il les a rendues transgéniques pour qu'elles aient comme des poumons d'humains. Donc après, il peut tester son vaccin ou son virus sur des poumons de chauve-souris qui sont des poumons humanisés d'humains, alors que ce sont des souris. Voilà. Donc ça s'appelle en fait fabriquer des chimères. Et qu'est-ce qui va se passer au moment du Covid? C'est que le virus qui va sortir, ça va être le jumeau de ces chimères. Exactement le même. Et donc, le jumeau des chimères, comment on le sait? Parce qu'ils ont fait eux-mêmes, que ce soit Baric ou Madame Chi, la Batwoman, des publications scientifiques dans lesquelles ils écrivent comment ils font. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Alors là, il faut qu'on commence à parler un petit peu du coronavirus. Vous voyez? Donc, vous voyez ce coronavirus? Bon, peut-être que maintenant, vous commencez à le connaître, le coronavirus. Hein. Il y a une enveloppe, dedans, il y a de l'ARN. Sur les bords, il y a des pointes qu'on appelle des spikes. Et ici, le virus, il se colle à un récepteur sur une cellule humaine. Voilà. Ce récepteur, c'est ACE2. C'est un récepteur qui, normalement, gère la tension sanguine. C'est un récepteur d'une hormone, hein, de l'angiotensine. Bon. Alors, maintenant, on prend la spike, la pointe là. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette spike? Il y a la spike comme ça, et puis il y a un petit élément ici, qui est composé d'acides aminés, hein, PRRA, et ce petit élément s'appelle le site furine. C'est tout le point chaud de toute l'affaire Covid. Donc il faut se familiariser avec ce site furine. Qu'est-ce que ce site furine? Ce sont donc des éléments qu'ils ont rajoutés dans le génome, donc ils ont trafiqué le génome, et grâce à ce site furine, eh bien, le virus peut pénétrer dans les cellules humaines. Ça facilite la fusion dans les cellules humaines. Sans le site furine, eh bien, la fusion a du mal à se faire. Donc, évidemment, le virus a du mal à infecter les humains. On est d'accord? Bon. Alors, ce site furine, il est ici, là, il est, vous voyez, au col. En gros, il est au niveau de cassure de la spike. Et donc, il est fondamental, puisqu'il va permettre au virus de rentrer. S'il ne rentre pas, il ne se passe rien. Bon. Eh bien, vous avez des gens, des très grands professeurs, que je ne nommerai pas, du côté de Marseille, qui font tout pour éviter de parler du site furine. Et qui ont toujours évité d'en parler. Pourquoi? Parce que ce site est problématique, puisque c'est lui qui permet l'entrée. Et ce site-là, il n'est pas naturel. Et on a la preuve qu'il n'est pas naturel. Parce que dans les autres virus voisins du coronavirus, ça n'existe pas. Il n'existe pas et il ne peut pas exister. Et donc, vous voyez, je vous ai mis là le site furine, le pistolet fumant du coronavirus de Wuhan. Pourquoi? Parce que vous avez les autres coronavirus connus qui existent dans la nature. Chauve-souris, pangolin, ça vous rappelle quelque chose le pangolin? Bon. Et puis vous aviez un SARS-CoV en 2003, qui n'a pas fait beaucoup de morts, mais qui a existé. Et puis vous avez le nouveau, celui du Covid, qui s'appelle SARS-CoV-2. Parce que le 1, c'était le premier. Ça, c'est le 2. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce génome? Le fameux site furine. Vous voyez, ici, il n'y est pas. Ici, il n'y est pas. Ici, il n'y est pas. Il est nulle part dans l'arbre généalogique. Donc, c'était impossible que ça apparaisse de façon spontanée et naturelle. Donc, on sait que ce n'est pas naturel. Donc, ils ont
d'abord essayé de ne pas en parler du site Furine. Puis comme ils n'ont pas pu le cacher, qu'il y a quand même d'autres chercheurs, en particulier en France, il y a des chercheurs qui s'appellent De Crowley, qui ont tout de suite vu le site Furine, mais ce n'étaient pas les seuls, mais eux, ils ont été les premiers à publier. À dire, tiens, il y a un site Furine, c'est ça qui fait la particularité de ce nouveau virus. Eh bien, il est là, le site Furine, et on appelle ça maintenant le pistolet fumant, parce que c'est l'empreinte génétique qui signe la manipulation. Donc là, on ne peut pas nier. Et qu'est-ce qu'il y a écrit en bas, là, vous voyez ce que j'ai écrit? Séquence Moderna déposée sous brevet en 2016 par Stéphane Bancel. Le site Furine là, PRRA, qui est soi-disant apparu donc en 2019, on s'aperçoit que en 2016, il avait été breveté par qui? Par Bancel, le patron de Moderna. Donc là encore, c'est une impossibilité. Improbabilité de 1 sur des millions et des millions et des millions. Ça signe quoi? Ben, ça signe une preuve. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et comment on sait qu'ils ont fait preuve de duplicité? Parce que Baric, je vous en ai parlé, il est là. Et là, vous avez Fauci. Baric et Fauci, et surtout Baric, travaillent depuis 1996 à essayer d'introduire des sites Furine dans des coronavirus. Donc il publie, il dit d'abord, c'est le site Furine qui va permettre le saut d'espèces, et moi j'essaye de mettre des sites Furine dans des coronavirus qui n'en ont pas, pour leur permettre de sauter d'une espèce animale à l'espèce humaine. Donc il travaille dessus depuis 1996, donc pendant 20 ans, il travaille à essayer de mettre son site Furine dans les coronavirus. Il publie là-dessus, hein. Il publie site Furine, site Furine, site Furine, site Furine. Quand apparaît le coronavirus de Wuhan, on pourrait s'attendre à ce qu'ils se disent « Ah ben voilà, ça fait 20 ans que je dis qu'il va y avoir un site Furine, eh bien le voilà ». Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas du site Furine. Il parle du coronavirus, mais il ne signale pas que ce qui fait la particularité de ce coronavirus, c'est le site Furine, et que le site Furine, ça fait 20 ans qu'il travaille dessus. Donc le type, ça fait 20 ans qu'il bosse à essayer de mettre un site Furine dans un coronavirus, et quand le coronavirus apparaît avec le site Furine, alors là, il ne dit rien. Il parle de la spike, il parle de la gauche de la spike, de la droite de la spike, mais pas du site Furine. Et ça montre quoi? Ça montre la duplicité. Ça ne peut plus être de l'incompétence. Là, c'est de la duplicité. Et pareil pour Fauci. Puisque Fauci, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas en parler non plus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire même plus que de ne pas en parler? Au public. Voilà ce qu'il a fait, par exemple, Baric, pour vous montrer où il en était. En janvier 2019, il a participé à une conférence en Chine, avec des Chinois, où il leur apprend à manipuler des virus aussi, hein, et il leur fait une conférence. Et comment s'intitule sa conférence? Sa conférence s'intitule « Comprendre et fabriquer des pathogènes viraux avec un potentiel pandémique ». Donc je répète, comprendre et fabriquer des pathogènes viraux avec un potentiel pandémique. On est en janvier 2019. D'accord? En 2020, quand par exemple des chercheurs et des patrons de l'Institut Pasteur en France vont prendre la parole, ils vont prendre la parole pour dire que tous les gens qui peuvent suggérer qu'il y a de la manipulation dans le virus de Wuhan sont des complotistes, parce que de toute façon, nous, on ne sait pas faire. On ne saurait pas créer un virus manipulé. C'est ce que dit l'Institut Pasteur. Hein. Eh bien, la preuve que si, c'est que Baric, lui, il explique aux Chinois comment le fabriquer. Donc, il leur donne le mode d'emploi. Alors, comment on le sait?
tout simplement parce qu'il y a les comptes rendus en bleu, là j'ai écrit conférence en Chine à Harbin, il y a le compte rendu de la conférence qu'on peut retrouver grâce à des demandes FOIA. Et on a aussi un brevet de coronavirus synthétique qui a été déposé en 2006, vous voyez, 2006, donc on n'est pas en 2019, hein, en 2006, par le pape du gain de fonction qui est Ralph Baric. Et enfin, qu'est-ce qui est sorti en 2000 En fait, c'est sorti en 2022, mais il y a un document qui est... Alors là, la preuve, là aussi, un pistolet fumant, c'est le projet Diffuse. Qu'est-ce que c'est que le projet Diffuse? C'est un projet qui a été fait par notre ami ici, Peter Daszak, de l'ONG EcoWealth Alliance, avec qui travaille Madame Xi. Alors, ils ont fait, eux, un document en 2018 pour l'armée américaine pour demander des crédits. L'armée américaine avait fait un appel d'offres en disant donnez-nous des projets concernant les pathogènes qui pourraient sortir dans la nature et être dangereux pour nos soldats. Bon. Et eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Un document qui s'appelle Diffuse. Et alors, Daszak, il fait intervenir qui? Madame Xi et Monsieur Ralph Baric pour composer et dire qu'est-ce qu'ils vont faire dans le document. Et dans le document, ils disent quoi? Ils disent, en gros, on va prendre un coronavirus de chauve-souris et on va le mélanger avec un coronavirus d'humain et on va fabriquer une chimère. Et qu'est-ce qu'on va faire pour que la chimère puisse infecter les humains et que donc il puisse y avoir un saut d'espèces? Qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer un site furine. Et donc ils expliquent dans ce document, qui est de 2018, comment ils vont insérer un site furine pour fabriquer des coronavirus chimériques, qui s'avéreront être les jumeaux du coronavirus qui est sorti en 2020, du Covid, soi-disant une grande surprise. Vous voyez la surprise? 2018, ils y étaient déjà. Bon. Et tout ça est signé. Et qu'est-ce qu'ils proposent dans ce document? Vous voyez, ça c'est la couverture officielle du document. Hein. Il y a des chauves-souris, il y a l'armée américaine et tout. Donc qu'est-ce qu'ils proposent dans ce document? Donc ils les fabriquent, donc les coronavirus, ils les mettent dans des particules de gras, avec de l'ARN, regardez, hein, ça vous dit quelque chose. Et puis ensuite, ils les propulsent, ils les diffusent comme ça, là, en aérosol, à l'entrée des cavernes de chauves-souris. Les chauves-souris passent dans ce nuage d'aérosols de vaccins, en gros, mais de particules, quoi, avec du coronavirus trafiqué. Et elles rentrent dans la grotte, et là, si elles se lèchent ou si elles touchent d'autres chauves-souris, elles vont transmettre les particules. Donc là, il y a du shedding. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle du shedding, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir de la transmission vaccinale d'un individu à l'autre. Et ces nanoparticules sont des nanoparticules de gras qui seront les mêmes que celles qui sont utilisées pour les vaccins qui vont apparaître 2 ans plus tard. Vous voyez, on est en 18 là, 18, 19, 20. C'est les mêmes. Et surtout, regardez, ils les diffusent, ok? Et même, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent, tiens, eh ben, on peut aussi les diffuser avec des drones. C'est intéressant. Parce que là, ce sont quoi? Ce sont des particules toxiques, baptisées vaccins. Donc, on peut les injecter avec des seringues, mais on peut les diffuser avec des drones. Donc ça, c'est le projet Diffuse. Il est sorti grâce à un militaire américain. C'est lui qui l'a fait sortir et qui l'a donné. Il y a une fuite, hein. Et donc ce militaire, il s'appelait Murphy d'ailleurs. Et quand il y a eu la parution de ce document en 22, ça a changé beaucoup de choses. Parce que là, il ne pouvait plus nier. Alors il continue à nier, donc ils font semblant de ne pas savoir, hein, mais il continue. Mais ça fait encore une fois une preuve. Et là, c'est une preuve majeure. Ensuite, regardez, autre preuve.
Il n'y a que des preuves dans cette histoire. Ceux qui veulent pas voir, s'ils veulent, ils veulent pas voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le génome de la spike. Et tout de suite, quand le coronavirus a été publié en 2020, en janvier 2020, il y a des chercheurs indiens qui ont vu que, tiens, c'est bizarre, il y a 1, 2, 3, il y a 4 insertions artificielles dans la spike. Ils en ont identifié 4, donc 1, 2, 3 qui sont plutôt petites. Mais la 4, qui est très importante, puisqu'elle elle porte quand même sur, combien il y avait? Il y avait PRRA, ouais, il y avait 12 acides aminés, c'était pas rien. Bon. Et la 4, c'est quoi? Eh ben, c'est l'ocyte furine. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent, ben, c'est bizarre parce que ces acides aminés, en fait, c'est les mêmes que des acides aminés du virus du sida. Donc c'est bizarre, c'est pas normal. Pourquoi des acides aminés du virus du sida se retrouvent dans un coronavirus de chauve-souris? C'est pas normal, c'est pas possible. Vous voyez? Et donc ça c'est HIV, HIV c'est le virus du sida. D'accord? Et quand j'ai recherché dans les articles écrits par Madame Chi, j'ai remonté pendant le confinement. Moi, j'ai jamais cru, hein, je vais vous dire, au truc du virus, parce qu'il y avait eu H1N1 avant, donc je me doutais qu'ils allaient recommencer. Pendant le confinement, je me suis tapé les articles de Madame Chi en anglais jusqu'à 2000, jusqu'à 2004. Bon. Alors, et les lire, vraiment. Bon. Eh bien, il y a plusieurs articles où elle explique comment elle va insérer des morceaux de virus du sida dans les coronavirus. Donc, c'est pas comme si il n'y avait pas de preuves. Le virus du sida, ici, si elle-même n'avait pas dit qu'elle travaillait dessus et qu'elle s'amusait à le couper et à le mettre dedans, on aurait pu dire non, mais là, il ne faut pas exagérer quand même. Eh bien si, on peut exagérer parce que la preuve, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'autre côté? Là encore, on a un double langage privé-public. C'est que de l'autre côté, vous avez notre ami Anthony Fauci qui ne va pas rester sans rien faire. Quand ça va commencer à sortir tout ça. Et en particulier l'histoire que je viens de vous montrer avec les morceaux de virus de sida dans la spike. Donc eux, ils vont se dire, oh là là, ça commence à chauffer. Pourquoi? Parce que l'article, qui est un article indien, qui a montré ça, qu'il y avait un morceau de sida dans la spike, il a fait le tour du monde. Ça a été viral comme article. Hein. Mais par contre, il a été retiré tout de suite. Mais comme il y en avait qui l'avaient déjà copié, ils n'ont pas pu le faire disparaître. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire la contre-attaque. Donc, ils ont fait une conférence secrète le 1er février 2020 pour dire comment on va faire. Et là, comment on sait ça? Parce qu'on a les documents et les mails FOIA. Donc, on a les preuves qui sont sorties par la justice. On a les preuves. Les preuves que quoi? Les preuves qu'ils disent en privé, tiens, c'est bizarre, il y a un site furine, et que donc c'est peut-être artificiel comme virus, et qu'en public, ils vont dire, ah ben non, c'est tout à fait naturel, et ceux qui vont oser dire que c'est artificiel, eh ben, ce sont des complotistes, évidemment. Vous voyez? Donc vous avez là encore la preuve d'un double langage, d'un double discours, un discours privé dans lequel ils disent c'est possiblement et probablement un virus artificiel, et un discours public dans lequel ils disent c'est naturel, et tous ceux qui disent le contraire, ils doivent se taire. Voilà. Et donc il y a une conférence qui est organisée en Zoom le 1er février 2020, organisée par qui? Eh bien, l'organisateur en chef, c'est lui. Voilà, Jérémy Farrar. On sait maintenant que c'est lui qui a organisé parce que c'est lui qui téléphone à Fauci, qui téléphone à Trosten, qui est un Allemand qui, lui, va fabriquer le test PCR, qui téléphone à l'Australien Eddie Holmes, qui, lui, travaillait avec les Chinois, et qui téléphone encore à plein d'autres chercheurs, je ne vous les détaille pas, et ils font une réunion Zoom, et dans cette réunion Zoom, en fait, ça va être pour dire « Ah ben non, c'est un virus qui finalement est naturel. » Voilà. Et qui est-ce qui assiste à cette réunion, mais n'apparaît pas, mais qui va assister en cachette, là, en fantôme? Voilà. Mais ça, on le sait bien après. Hein.
c'est Ratzbarik. Il n'apparaît pas dans les portraits, là, dans les personnes qui ont participé à cette réunion, mais il en était. Et le but, c'était quoi? Le but, c'était de mettre fin à la rumeur de l'origine artificielle. Et qu'est-ce qu'il disait? En gros, il disait, dans leur mail, hein, c'est dans leur mail, hein, il ne faut pas froisser les Chinois. Voilà. Donc, on va écrire un article, et cet article va s'appeler Proximal Origine. Et cet article, il va être publié dans les grandes revues, hein, et il va pendant plusieurs années être l'article de référence sur le Covid. L'article auquel vont se référer tous les scientifiques du monde entier. Et ils sont très suivistes, les scientifiques. Si on leur dit maintenant c'est ça l'article de référence, eh bien, ils suivent l'article de référence. Et l'article de référence, il dit quoi? Il dit que c'est un virus naturel, pas artificiel. Vous voyez? Et encore maintenant, il y a des professeurs du côté de Marseille qui continuent à dire que c'est naturel. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faudrait qu'il y en ait qui mettent leur disque dur à jour, quoi. Donc maintenant, c'est quoi la théorie officielle aux États-Unis, donc à la Maison-Blanche? Maintenant, la théorie officielle, ça c'est, je vous ai mis là le site de la Maison-Blanche, hein, le site internet de la Maison-Blanche, site officiel. Finalement, le Covid, c'était une fuite de laboratoire. Ah bon? Mais alors quel laboratoire? On est d'accord? Quel laboratoire? Alors, ce qui est clair maintenant, c'est qu'on ne parle plus de virus naturel. Donc tout le monde est d'accord à la Maison-Blanche, au gouvernement américain, pour dire qu'il s'agit d'un virus artificiel. Donc déjà là, ça a changé. Bon. Mais, donc il est plus naturel, ok? Mais est-ce qu'il est accidentel ou intentionnel? Est-ce qu'il a fui dans un laboratoire par accident? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a rejeté dans la nature? Par exemple avec des drones, hein, au hasard. Pourquoi pas? Bon, mais ailleurs aussi. Eh bien, si le fait que ce virus soit là, soit accidentel, eh bien, à ce moment-là, les Chinois, ils n'auraient pas agi comme ils ont agi. Parce qu'ils ont sauté sur l'occasion, et ce sont eux qui ont promu l'aspect pandémique du virus. Pourquoi ils l'ont promu? Ils ont sauté dessus, ils ont dit il y a beaucoup de morts, alors qu'il n'y avait pas de morts, vous allez le voir. Et pour quel intérêt ils avaient à faire ça? Ils avaient comme intérêt de servir de modèle, parce qu'ils sont venus à bout très vite, vous allez voir, de la pseudo-épidémie en Wuhan. Et c'était pour dire, regardez, nous les Chinois, comment on fait? On est géniaux, on a réglé ça en un mois avec des mesures un peu fortes. Oui, un peu fortes, oui. Eh bien, des mesures d'une dictature. Et vous allez voir maintenant que qu'est-ce qui se passe? C'est ce modèle-là chinois qui va nous être proposé par nos autorités. Et on voit maintenant qu'ils savaient que l'épidémie de Wuhan était bénigne. Comment est-ce qu'ils le savaient? Parce que le lancement de la machine pandémique a été acté alors qu'il y avait 0 mort et 27 malades. D'accord? 0 mort, 27 malades. Et là, ils lancent la machine pandémique. Donc, quand il y a 0 mort, il y a 0 mort. En Chine, il y a 200 000 morts par an, rien que pour les maladies respiratoires. Donc là, on est à 0 mort, et hop, il y a toute la machine pandémique qui s'emballe. Comment elle s'emballe? Je vous ai mis là, tac tac. Le 11 janvier 2020, la Chine partage le génome avec l'OMS. Ça, c'est le point de départ officiel. En réalité, les Chinois, ils avaient le génome depuis longtemps, et en réalité aussi, les Américains l'avaient. Parce qu'il y a d'autres documents qui sont sortis qui ont montré que même avant 2019, même en 2019, les Américains avaient le génome du coronavirus et que c'était même une chercheuse chinoise qui leur avait donné. Mais c'était pas Madame Xi, c'était une autre. Et donc, ils avaient tout le génome. Donc, on ne peut pas dire qu'ils l'ont eu qu'en 2020. Mais enfin, officiellement, le narratif officiel, c'est ça. Bon. Le 11 janvier, la Chine partage le génome. Le 12 janvier, l'OMS annonce le premier mort et remercie le test et référencie le test PCR de l'Allemande Drosten. Donc le lendemain.
Le lendemain, donc avec un mort, l'OMS lance un test de référence mondiale du coronavirus. C'est tout simplement impossible. 13 janvier, le vaccin Moderna est déjà finalisé. Ça, c'est écrit sur le site officiel des États-Unis, du NIH, où le 13 janvier, c'était écrit, avait déjà avoir finalisé la conception du vaccin candidat et avoir entamé le travail de production. 2 jours après. C'est impossible. C'est pas que c'est impossible qu'il l'ait fait, c'est que c'était normalement pas à faire quand il y a 0 mort. C'est absurde. Donc on voit qu'ils avaient préparé le vaccin, d'abord, et qu'ils ont ensuite préparé le virus. Ils ont fait sortir le virus pour le vaccin. Ça, c'est l'avocat allemand qui le dit, qui est un avocat allemand qui est maintenant en prison. Hein. Donc, voilà. Hein, oui, bien sûr, elle est en prison, là, actuellement. On ne lui a pas pardonné ça. Hein. Alors, ensuite, l'OMS, le 30 janvier, déclare une urgence internationale avec seulement 170 décès en Chine. Normalement, une urgence internationale, c'est quand il y a des milliers de morts. Là, on dit qu'il y a une urgence internationale. Là, il n'y avait rien, il y avait 170 décès. Sur 1 milliard d'habitants, c'est rien. Donc là aussi, c'est abusif. Et le 20 février, l'épidémie de Wuhan est terminée. Et pourtant, nous, ça va commencer chez nous. Hein. Le 11 mars, l'OMS qualifie l'épisode de Wuhan de pandémie, avec seulement 4000 morts dans le monde, c'est-à-dire rien. Et le 16 mars, Moderna commence les essais cliniques sur les humains. Donc on voit que tout était préparé. Voilà. Et l'avocat allemand, c'est Rainer Füllmich. Là, c'est une courbe où vous voyez l'épidémie à Wuhan. Là où vous vous souvenez, sur Internet, on voyait des gens qui tombaient comme ça et tout. Quand on a une pneumonie, on ne tombe pas comme ça. Hein? En général, on est dans son lit, on tousse, mais on ne tombe pas d'un coup comme ça. Ça, c'est impossible. Donc, les gens, ils tombaient comme ça. Pour quelle raison? Il faut la chercher ailleurs, la raison. Moi, je ne l'ai pas. Mais vraisemblablement, il y avait d'autres causes, peut-être plutôt des causes électromagnétiques, parce que Wuhan était la ville de Chine qui a servi de test à la 5G. Donc, ils ont installé la 5G partout, à Wuhan. Et après, ils disent « Ah ben les gens, ils tombent comme ça ». Alors peut-être qu'il y a un lien. Moi, je ne l'affirme pas, j'en sais rien, mais peut-être qu'il faudrait voir de ce côté-là. En tout cas, ce qu'il faut comprendre maintenant, ce que je dis là, ils savaient que le risque mortel par personne infectée était de moins de 0,1% au 2 février 2020. Donc ici, on est en février 2020, avant le cirque qu'ils nous ont fait ici en France, et on sait que c'est quelque chose de bénin. Moins de 0,1%. Or, c'est comme une grippe. Même si ça ne fait pas du bien quand on l'a, individuellement, il y a des gens qui ont été malades, et ça, on ne peut pas le nier. Et ceux qui ont eu ces symptômes, c'est pas pour rien, et c'est pas des hallucinations non plus. Donc, ils ont aussi reçu quelque chose de toxique, un poison. Donc ça, c'est la courbe, vous voyez, hop, la courbe à Wuhan. Eh bien, on s'aperçoit que ici, là, l'OMS annonce une urgence internationale. On est déjà sur la descente. Et là, on est en 20 février, il n'y a plus rien. Et là, il y a eu combien de morts? Très peu. Ça, c'est juste les tests PCR. Combien il y a eu de morts? Pas énormément. Wuhan impose un confinement strict, 17 morts. C'est rien. Il y avait 17 morts, ils ont fait leur confinement strict. Le but, c'était quoi? Le but, c'était de montrer, il faut confiner, et si on confine, ça marche. Il faut la méthode forte. Et donc nous, les Chinois, maintenant, on est très contents parce qu'on a fait un musée de comment on a vaincu le coronavirus grâce à nos méthodes fortes. Vous voyez? Donc on pourrait penser que c'est quelque chose qui s'est fait à ce moment-là.
Mais ce que j'explique dans mon livre, mais ça il faut lire le livre parce que je ne peux pas tout dire ici, hein, mais c'est qu'en 2011, il y avait Rockefeller, la fondation Rockefeller, qui avait fait une espèce de programme en disant voilà ce qui se passerait s'il y avait un coronavirus ou une grippe qui serait pandémique, et voilà, il se passerait que ce seraient les Chinois avec un modèle autoritaire qui aurait de meilleurs résultats. Vous voyez, ça c'était en 2011. Et en 2020, ils nous font le coup des Chinois qui ont les meilleurs résultats avec des méthodes autoritaires. Et le but c'est quoi? C'est ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est de nous montrer ce modèle autoritaire. Ah, ça c'est que... ignorer. C'est que ça fait 1 heure que je parle. Donc voilà, donc ce modèle autoritaire, c'est celui qu'on veut nous vendre. La plupart des personnes infectées avec le Covid-19 ont des symptômes bénins et guérissent. Ça c'est Ghebreyesus qui le dit, juste après l'épidémie de Wuhan. Donc avant qu'on nous fasse les confinements. Il savait que c'était bénin et que les gens guérissaient. Alors comment on le sait? On le sait parce qu'ils ont envoyé une mission sur place et que cette mission a fait un rapport et que ce rapport, vous le trouvez sur le site de l'OMS. Tout est sourcé. Simplement, il faut lire. Et donc, 2114 décès en Chine, à cette date, plus de 200 000 décès de pneumonie. Voilà. Il y avait 2000 décès en Chine contre 200 000 décès normalement de pneumonie. Donc, c'est-à-dire rien. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cher Tedros Ghebreyesus, l'âme damnée, enfin le bras droit de Bill Gates, extraordinaire prouesse de la Chine. Il faudra bien suivre le modèle chinois. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Voilà. Alors ils vont faire comment? Avec la pandémie de tests, ça c'est clair. Donc là je vais aller plus vite. Et là c'est pareil, hein. C'est les Chinois, les mêmes Chinois, Madame Xi, Gao, le professeur Zhang, donc les trois là. Eux, ils envoient la séquence génétique à l'allemand Drosten, qui lui était déjà dans le coup en 2003 avec le premier coronavirus. Et donc là, l'allemand Drosten, il fait son test PCR, il le donne le jour même à son ami Tedros Ghebreyesus, et lui, il le référencie le jour même, donc le 13 janvier. Or, normalement, il faut des mois pour publier un article, et lui, Drosten, il a publié son article en 24 heures dans la revue européenne d'épidémiologie, dont il est également le rédacteur en chef. Donc c'était plus facile. Pour vous montrer à quel point tout est pourri. C'est pourri. Et donc là où c'est moins rigolo, c'est que vous avez une conférence d'un chercheur, un chercheur militaire qui s'appelle le docteur Giordano. Et cette conférence, c'est sur la neurotechnologie dans la défense nationale. Et il explique comment on peut simuler des pandémies. Comment on simule des pandémies? Donc comment je le sais? Parce qu'il y a sa conférence qui est sur Internet. Donc c'est une conférence qu'il fait aux militaires américains. Donc la conférence, elle est en entier sur Internet, elle est en anglais évidemment. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il explique? Il explique comment finalement les armes biologiques à l'heure actuelle, elles ont pour but de viser le cerveau. Ils veulent s'attaquer au cerveau parce que s'ils veulent faire la guerre à un ennemi, ils vont s'attaquer au cerveau des soldats de l'ennemi ou au cerveau des civils de l'ennemi. Et donc ils ont tout un arsenal d'armes biologiques ou chimiques ou magnétiques ou électromagnétiques pour attaquer le cerveau. Et il explique, nos collègues de la branche médicale de l'OTAN ont montré que la dispersion de nanoparticules peut être utilisée pour provoquer ce qui ressemble à l'apparition subite d'un grand foyer épidémique. Voilà. Donc ils savent simuler des foyers épidémiques. Comment? Eh bien, ils vont aller dans plusieurs villes, je vous passe les détails, ils vont aller dans plusieurs villes et ils vont diffuser des nanoparticules. Donc il va y avoir des malades et on va dire, ben voilà, c'est une pandémie. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il l'explique d'ailleurs
Vous pouvez retrouver sa conférence sur Internet et j'ai mis en bas, là, les références de la conférence. Et on reprend le rapport Murphy. Donc lui, Murphy, c'est lui qui avait fait fuiter le document Diffuse. Et lui, il va encore plus loin, Murphy, qui est des renseignements américains, des renseignements militaires américains. Lui, il va encore plus loin parce qu'il dit, en fait, l'infection naturelle, celle qu'on a tous connue, qu'on dit que oui, qui était largement exagérée, j'en parle dans mon livre. Ils ont tout fait pour exagérer, mais il y avait quand même une réalité, une petite réalité qui a été grossie. Mais lui explique que l'infection naturelle est égale à l'inoculation par aérosol. C'est-à-dire que ce qu'il pense, c'est qu'en fait, les nanoparticules qui contiennent de l'ARN peuvent servir à la fois comme vaccin et à la fois comme particules neurotoxiques si on les diffuse par aérosol. Et dans le même temps, vous avez des documents de l'université Hopkins qui travaillent avec les CIA qui expliquent qu'ils ont mis au point des vaccins transmissibles. Donc c'est ce qu'on appelle le shedding. C'est-à-dire que vous vaccinez un humain et s'il est en contact avec d'autres humains, eh bien les particules vont se transmettre. Et c'est ce qu'on a appelé le shedding. Et au début, on avait du mal à y croire. Mais moi j'avais du mal à y croire au début, je dois l'avouer. Et je ne voyais pas comment c'était possible. Et en fait, après, j'ai retrouvé tous les documents. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle du shedding. Et puis vous avez ici M. Seligman qui a bien travaillé dessus et qui a été le premier à expliquer comment se faisait ce shedding. Il y a aussi Hélène Banoun qui a bossé dessus et qui a publié. Et là, j'ai vu donc M. Seligman qui m'a dit qu'il avait aussi publié. Enfin, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que le vaccin ARNM, c'est un vaccin. D'accord? Ils n'ont pas arrêté les vaccins. En réalité, c'est de la thérapie génique. Et ça, moi, personnellement, j'ai toujours écrit. Mais comment on sait que c'est de la thérapie génique? D'abord, il suffit de regarder comment ça fonctionne. Comment il est fabriqué et comment il est supposé fonctionner. On voit tout de suite que c'est de la thérapie génique. Bon. Mais mieux que ça, vous prenez le rapport financier de 2018 de Moderna, dirigé par M. Bancel. Et qu'est-ce qui est écrit dans le rapport financier? À l'heure actuelle, l'ARN-M, donc messager modifié, est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA. Donc, eux-mêmes disent que leur produit est considéré comme de la thérapie génique par la FDA. La FDA, c'est la Food and Drug Administration, donc c'est l'autorité sanitaire qui fait autorité, qui décide. Donc là, comme ils écrivent ça dans le rapport financier, c'est pour la bourse. Donc on rigole pas avec les financiers. Donc là, ils sont obligés de dire la vérité. Et ils l'écrivent. Ça n'a pas empêché nos autorités sanitaires à nous de nous seriner à longueur de journée que ce n'était pas de la thérapie génique, que c'était des vaccins. Et encore maintenant, vous prenez les sites internet de l'INSERM, avant l'INSERM, il y avait une certaine indépendance, le CNRS, il y avait une certaine indépendance. Tout ça, ce sont des institutions qui ont été dévoyées, qui ont été polluées, qui ont été corrompues, malheureusement, alors qu'il y a des bons chercheurs, des bons scientifiques, mais la tête, le poisson pourri par la tête est terrible. Et dès qu'il y a un chercheur qui trouve quelque chose et qui le dit, il a une hiérarchie qui lui tombe dessus d'une façon mais catastrophique. Moi, je l'ai expérimenté avec des chercheurs qui m'avaient donné des informations. Ça ne se faisait pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ils avaient trop peur, la hiérarchie, d'être dénoncés par la presse et tout. Maintenant, la presse est complice, donc ils n'ont plus peur de rien, ils y vont, allons-y gaiement. Donc on va arriver vers la fin. Ils savaient que les vaccins RNM n'empêchaient pas la transmission du coronavirus. Donc ça, c'est écrit dans l'essai clinique, donc à la base. Ils n'ont jamais testé la transmission, donc ils le savaient que ça n'empêchait pas la transmission. Donc là, la représentante de Pfizer devant le Parlement européen le reconnaît. Mais c'est à ce moment-là que les autorités, ou même d'autres personnes disent « Ah bon, mais on ne savait pas. » Ben, attendez, il suffisait de lire les essais cliniques. C'est écrit dedans qu'ils ne le testaient pas. Bon. Ensuite,
Voilà, petit rappel, toute la politique de discrimination vaccinale est donc absurde, évidemment, puisque ça n'empêche pas la transmission. Donc à quoi ça sert de stigmatiser et de faire de l'apartheid avec ceux qui ne l'ont pas pris? Et je l'ai dit, je le répète, disait notre ami Macron, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins, nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider. Voilà, ça c'était décembre 2020. Et là, on a le petit certificat numérique européen Covid de Madame von der Leyen, qu'elle a donné maintenant à Tedros Ghebreyesus à l'OMS, et ils vont prendre ça comme modèle pour faire le passeport vaccinal mondial. Donc ça, c'est dans les tuyaux, je vous l'annonce. Lui, vous vous souvenez de lui, malheureusement, il est en train de revenir. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, reconnaît Olivier Véran. Voilà. Et elle, voilà, elle savait que les vaccins n'étaient ni sûrs ni efficaces. Comment est-ce qu'elle le savait? Parce que c'est écrit dans les contrats qu'elle a signés. Et comme c'est écrit dans les contrats qu'elle a signés, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a gardés secrets. Elle a empêché les députés européens, dont l'a regretté Michel Rivasi, elle les a empêchés d'avoir les contrats. Or, qu'est-ce qui est écrit dans ces contrats noir sur blanc? Ça, c'est le chapitre 10 de mon livre. Il y a écrit que l'acheteur, c'est-à-dire l'État, reconnaît que les effets secondaires et l'efficacité à long terme ne sont pas connus actuellement et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus. Donc, quand les autorités disent c'est sûr et efficace, on peut reprendre toutes les interviews et toutes les déclarations où ils ont dit c'est sûr et efficace et dire, voyez, vous mentez, puisque dans les contrats, il y a écrit que vous ne le savez pas. Ça, c'est une autre preuve. Alors, des preuves, vous voyez, j'en ai fait... ils savaient que les vaccins ne restaient pas dans le bras. Donc, moi, j'avais le dossier qui a été obtenu par FOIA, où on voit comment se répartissent les nanoparticules dans le corps. Je vais aller un petit peu plus vite. Ils savaient que la spike et les nanoparticules étaient toxiques. Donc ça, c'était dans les études préalables, même avant 2020. Et surtout maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle souvent de la spike qui est toxique, mais on ne parle pas assez ici, vous voyez, de l'enveloppe lipidique, de l'enveloppe de gras. Parce que cette enveloppe de gras, dans laquelle on va mettre de l'ARN modifié, ensuite ça va aller dans une cellule et ça va fabriquer de la spike, qui est toxique. Bon. Donc là, il y a un triple risque. Donc il y a le danger de la spike, il y a le danger de l'ARN qui est modifié et qui fabrique des protéines folles, et il y a le danger des nanoparticules lipidiques. Et là, vous avez deux lipides en particulier qui sont des lipides synthétiques et qui sont des lipides de marque de propriétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les autorités sanitaires, à savoir la FDA, et il y a 15 jours, il y avait une réunion de l'ACIP, qui est le conseil de la FDA, qui s'occupe d'autoriser ou pas les vaccins et de dire qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux. Bon. Et là, il y avait donc tous les gens de la FDA, et vous aviez aussi Pfizer. Et vous avez aussi la FDA, et vous avez les CDC, c'est le conseil qui s'occupe de la politique vaccinale. Donc vous avez d'un côté la FDA qui autorise ou pas un médicament, et vous avez ensuite le CDC qui va dire oui ou non il faut le donner au bébé ou pas, ou aux adultes, et comment il faut le prendre. Bon. Et lors de ce comité, il y a 15 jours, la FDA, qui est chargée d'accepter ou pas un vaccin, a dit on ne sait pas quelle est la composition de ces lipides-là, parce que ce sont des marques de propriétaires et que donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ah bon? Bah alors si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, pourquoi on nous le donne à nous? Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on nous donne. Donc déjà, on ne peut pas affirmer que c'est sûr et efficace, puisque vous ne savez pas, et vous reconnaissez que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et on a rendu ça obligatoire à des milliards de personnes. Donc là, il ne s'agit pas de dire
complotiste, pas complotiste, c'est la FDA elle-même qui reconnaît publiquement qu'elle ne sait pas ce qu'il y a et comment sont fabriqués ces lipides des nanoparticules. Et encore, je rajouterais qu'on n'a jamais fait d'études pour savoir si on pouvait donner des nanoparticules à des humains à travers des vaccins, parce que ça n'a jamais été testé non plus. Donc non seulement on n'a jamais testé les nanoparticules, mais en plus de ça, on ne teste pas les lipides qu'il y a dans la nanoparticule, parce qu'en plus ce sont des marques de propriétaires et qu'on ne peut pas savoir parce que c'est protégé par le secret des affaires. Donc on nage dans le délire. Mais comme les gens, le public n'est pas informé, il ne peut pas savoir. Mais on est dans le délire. Donc ça, les nanoparticules, on n'insiste jamais assez là-dessus. Moi, je tiens à insister là-dessus. Il n'y a pas que la spike, même si la spike est toxique, hein, on est d'accord. Enfin, il y a autre chose, c'est la contamination des vaccins ARN. Et il y a des vaccins en eux-mêmes qui sont toxiques, et en plus de ça, qui sont en fait ineptes et qui sont voués à une impasse, parce qu'ils obligent le corps à fabriquer une toxine étrangère contre laquelle il va lutter. Donc il va s'autodétruire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. S'il y a la nanoparticule qui va dans le cerveau, le système, le corps va essayer de le détruire. Si ça va dans la rate, ça va détruire la rate. Si ça va dans les ovaires, ça va détruire les ovaires. Si ça va dans les testicules, ça va détruire les testicules. Qu'est-ce qui se passe après ? Quand on détruit les ovaires et qu'on détruit les testicules, il y a un problème de fertilité. Bon. Et non seulement ça, mais quand ça va impacter une protéine et quand ça va impacter un gène qui protège contre les cancers, si vous affaiblissez ce gène, vous allez donner une autoroute pour les cancers. Et qu'est-ce qu'on observe ? Regardez là à droite. Le nombre de cancers explose dans le monde. Ils ne vont pas vous dire pourquoi. Hein. Ils ne vont pas vous dire pourquoi. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a dans les flacons ? Vous avez des contaminations. C'est-à-dire vous avez le pseudo-vaccin qui est inepte en soi dans sa conception et qui devra être retiré du marché tôt ou tard, bien qu'il y en ait qui ne le disent pas encore, mais qui devraient le dire, du côté de Marseille. Eh bien, il devrait dire... Il faut retirer immédiatement ces produits du marché. Il y en a qui le disent, alors qu'ils le disent aussi. Et en plus de ça, ces produits sont contaminés. Et dans des flacons, on retrouve jusqu'à 30% de contamination par de l'ADN. Alors là, c'est plus de l'ARN, c'est de l'ADN. Le problème de l'ADN, c'est qu'il va rentrer dans le noyau des cellules et qu'il va s'insérer dans le génome. Donc, vous avez de l'ADN extérieur qui va arriver dans votre génome et en plus, ça va se reproduire. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet ADN ? Donc ça, c'est de la contamination, c'est du résidu de fabrication du problème du vaccin. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont mis ? On s'est aperçu qu'ils ont mis Pfizer, ils ont mis un morceau de séquence de SV40. Le SV40, c'est un virus simien de singe. Bon. Et ce virus simien de singe qui provient en fait d'une contamination des vaccins de la polio dans les années 60, 50-60. Et on s'est aperçu que ce virus simien, il était intéressant parce que c'était un promoteur du cancer. Donc quand on fait des expériences en laboratoire, on met du SV40, comme ça on sait que ça va promouvoir le cancer. D'accord ? Pour faire des expériences sur des souris ou quoi que ce soit, on met ça et hop, ça promeut le cancer. Bon. Or, on le retrouve dans quoi ? On le retrouve dans l'ADN qui se retrouve dans les vaccins à 30%. Donc vous avez un promoteur du cancer dans des contaminants qui viennent de la fabrication du vaccin. Donc qu'on s'étonne après qu'il y ait une explosion des cancers, mais également une chute de la fertilité. Ça, c'est clair et net. Après, on va dire, ah oui, mais il y a d'autres causes. Bien sûr qu'il y a d'autres causes. Mais j'en parle dans mon autre bouquin que j'ai fait avant celui-ci sur les perturbateurs endocriniens. Et donc, ils savent que les effets indésirables sont nombreux et cachés. Ça, c'est encore autre chose. C'est écrit dans le registre américain du VAERS. Donc, ils le savent. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Et là, vous avez la preuve.
c'est que là, vous avez tous les vaccins réunis depuis 1990. Voilà. Tous les vaccins, voilà. Le signal, c'est les effets secondaires. Et ici, qu'est-ce qui se passe? 2021. Voilà. Je crois que là, il n'y a même pas besoin de commentaires. Et là, je peux vous l'expliquer quand même parce que c'est intéressant. C'est des chiffres des Anglais. C'est que vous prenez cette courbe-là, en plein, là. C'est par exemple, chez les jeunes 18-39 ans au Royaume-Uni. Vous avez, dans une classe d'âge, 65% de vaccinés. S'il n'y avait pas de problème avec le vaccin, il représenterait 65% des morts de cette classe d'âge. On est d'accord? Or, il représente 78,4% des morts de la classe d'âge. Alors que ceux qui ne sont pas vaccinés représentent 30% de la classe d'âge, évidemment, ils sont moins nombreux, mais 17% des morts. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on est vacciné, on a plus de risques de mourir que quand on ne l'est pas. Et ça, ce sont des chiffres officiels. Ça, c'est encore autre chose. C'est un rapport confidentiel de Pfizer où ils ont comparé vaccinés et groupe placebo, bien qu'ils ont supprimé le groupe placebo quand même à un moment donné. Et en gros, à la fin des fins, au bout de 700 jours, là, c'est 672 jours, on s'aperçoit que il y a plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Et enfin, ils savent et ne retirent pas les vaccins ARN du marché. Voilà, c'est ce que je dis. En 1976, il y avait eu une vaccination aux États-Unis avec une grippe H1N1. La presse avait dénoncé le fait qu'il y avait eu 25 morts et la campagne de vaccination avait été interrompue immédiatement. Bon. Actuellement, on est à plus de 36 000 morts officiels, jusqu'à 17 millions selon certaines analyses, et les vaccinations continuent. Voilà. Donc ça, c'est un fait qu'ils savent et ne retirent pas le produit du marché. Quand il y a un problème sur des pizzas, ils arrêtent tout de suite les pizzas. Et là, c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours, vous avez Trump qui a reçu le patron de Pfizer, alors qu'il était supposé, il a été élu par une base à laquelle il a fait croire qu'il allait lutter contre Pfizer et son PDG. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le reçoit à la Maison-Blanche et il lui dit vous allez baisser le prix des médicaments et vous avez fait un super travail pendant le Covid. Donc en gros, continuez, puisque votre travail a été super, alors qu'ils ont été condamnés avant cela pour fraude autant qu'on peut. Et il a en plus créé TrumpRx.gov, qui est une plateforme qui va vendre directement les médicaments. Alors, et en plus de ça, il y a écrit là, Specific terms of the agreement remain confidential. Ça veut dire qu'il y a des aspects de l'accord entre Trump et Pfizer qui restent confidentiels. En gros, quelle est la part de royalties, de bénéfices qui vont aller directement à Trump en tant que personne sur une plateforme qui va vendre des médicaments? Là, il y a un vrai problème. Comment est-ce qu'un président peut à la fois faire des affaires et faire la régulation, la loi? Ça, c'est pas possible. Donc là, il va falloir éclaircir ça, et c'est inadmissible qu'il y ait des aspects confidentiels dans un tel accord. C'est inadmissible. Et ça, je vous ai mis ça quand même, c'est le petit cadeau avant la fin. C'est les gens du CDC d'Atlanta qui ont quand même été virés par Kennedy. Alors Kennedy, vous savez que c'est le ministre de la Santé, là. Il a quand même vidé Madame Suzanne Monares, et avec elle sont partis les personnes qui avaient piloté toute la politique vaccinale américaine, et en particulier ce monsieur Demetre Daskalakis, dirigeant du CDC, en charge de la bonne santé des Américains.
Vous voyez un peu? Avec des signes satanistes, bon. Bon, voilà. Je détaille pas, vous le voyez vous-même. Hein. Voilà. Enfin, 10e et dernier mensonge, mais c'est bon. Ils savent et ils censurent les lanceurs d'alerte. Comme ils savent qu'ils ont tort, comme ils savent qu'ils sont en train de faire un hold-up, vous avez ici Macron, pas plus tard qu'hier, je crois, il a dit qu'ils allaient faire la chasse aux lanceurs d'alerte, aux journalistes. Madame von der Leyen a dit qu'elle allait faire la chasse aux lanceurs d'alerte et à la liberté d'expression. Et au Parlement européen, ils ont même voté de mettre en prison des journalistes qui pourraient mettre en danger par leur information le collectif. Hein? Bon, c'est sympathique. Et Madame von der Leyen va créer un centre de la censure européen qui va s'appeler, je vous dis le terme, nous allons créer, je vous cite ce qu'elle a dit il y a 15 jours, nous allons créer un nouveau centre qui va s'appeler la résilience démocratique. Ça va être le centre de la censure. Ça va être la Gestapo de l'information. Et voilà, merci pour votre attention. Alors, je vous ai mis donc mon livre Fausses pandémies, vrais mensonges, mais surtout les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas, le grand désordre hormonal. C'est tout un livre sur justement ces produits chimiques qui nous empoisonnent à notre insu, qui perturbent nos hormones, qui perturbent notre descendance, qui perturbent la notion de genre, qui perturbent la différenciation sexuelle et qui peut expliquer beaucoup de problèmes sociétaux que nous avons actuellement et qui ont aussi une origine biologique et de pollution. Et j'explique dans le bouquin Les perturbateurs endocriniens, qui est au Cherche Midi, comment essayer d'éviter cette pollution chimique tout au long de la journée. Merci. Merci beaucoup Corinne Laloux pour toutes ces précisions, pour cette conférence. On va dans quelques instants vous donner la parole.